Yannick était venu il y a quelque temps pour nous parler, d'une directive européenne qui allait pourrir la vie, de plein de petites entreprises parce que c'est pas comme si en France, bah, tout va bien, les entreprises marchent bien, elles ont du cash, des liquidités, la possibilité de reverser des milliards de dividendes et donc on a décidé de faire, des règles complexes et qui, généralement, bah, c'est comme toujours avec les règles européennes, sont applicables à tous, qu'on soit, tout petit ou très gros. Alors est-ce que tu peux nous résumer qu'est-ce que c'est cette directive? Alors j'allais dire RGPD, non, c'est pas celle-ci. Ça ressemble. Voilà, RSGP en voilà, français. RSGP, JPSA en anglais, ouais. tout à fait. C'est le En quoi elle consiste et justement où est-ce qu'on en est dans la mise en place? Puisque si je me trompe pas, ça devait être mis en place là? Oui, ouais, c'est un peu un hasard du calendrier, mais c'est aujourd'hui, l'entrée en vigueur de ce règlement sur tout le territoire européen. C'est donc un règlement, hein, c'est pas une directive, c'est un règlement qui vise en fait à uniformiser, des règles de sécurité dans la vente de produits par des professionnels à des particuliers, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc RSGP pour, règlement sur la sécurité générale des produits, c'est un certain nombre d'obligations qui vont s'imposer à l'ensemble des commerçants, à partir d'aujourd'hui. Et il y a eu tout un travail de «préparation» entre guillemets à ça. On nous a donné progressivement un certain nombre de consignes à nous, commerçants, qui vendons en ligne, en l'occurrence, des produits manufacturés qui ne sont pas déjà couverts par des contraintes normatives particulières, en général encore plus contraignantes. J'avais cité le cas la dernière fois des aliments, des jouets qui ont déjà un certain nombre de contraintes à la commercialisation assez importantes. Là, du coup, la Commission européenne a jugé bon d'uniformiser tout ça et de faire rentrer sous ce même chapeau l'ensemble des produits, c'est-à-dire absolument tous, qu'ils soient neufs, d'occasion. On va devoir communiquer déjà préalablement sur les sites marchands sur lesquels on vend nos produits et aussi dans les colis. Dès qu'il y a une expédition de commande, il va y avoir un étiquetage visant à améliorer la traçabilité des produits expédiés. Alors, bonne idée à la base, hein, a priori, parce que tout le monde est demandeur de sécurité. Euh, mais comme très souvent, quand il y a plus de sécurité, il va falloir accepter de perdre en une forme de tranquillité et de liberté. Et c'est là que ça devient tordu, c'est-à-dire que les grands principes sont tout à fait acceptables et bon enfant, j'ai envie de dire. Et quand on creuse un peu dans le détail l'ensemble des obligations qui sont imposées aux commerçants, ça devient complètement loufoque, ça devient compliqué et c'est complètement absurde aussi. Alors pour l'ensemble des détails techniques, je vous invite à la limite à reprendre l'émission où vous m'aviez invité à l'époque, c'était le 30 septembre si je ne dis pas de bêtises, où bah voilà, où j'étais dans un état, on va dire, de stress intense avec la découverte de l'ensemble de l'implication de ce règlement européen, mais où finalement, de manière assez méthodique, je vous avais listé un petit peu l'ensemble des contraintes qui nous étaient imposées, et puis surtout en quoi c'était quasiment impossible à assumer et à assurer pour une grande majorité de petites entreprises, hein, qui font quand même la grande majorité de ce travail de commercialisation. Alors, je veux rappeler quand même avant toute chose que ça concerne absolument tous les commerçants, c'est-à-dire que euh, nous, on est très impactés les premiers en tant que vendeurs en ligne, mais les commerçants traditionnels devraient se conformer à ce règlement qui démarre aujourd'hui, notamment via des informations à apporter sur les produits et préalablement sur les offres, que ce soit des boutiques physiques ou sur Internet. Mais, et puis aussi avec une traçabilité, un étiquetage spécifique avec des informations de sécurité ou des attestations, une Un désignation de petit personnes responsables. un petit Tu les guide as en sur fait. ton livre. Non, mais c'est un petit guide, donc qui était donné, avec un produit où tu vois qu'il y a des milliers de pages dans toutes les langues justement, et c'est exactement ça et ce que je trouve marrant, c'est que le manuel du produit, c'est ça.
C'est-à-dire que, D'accord. là où on a voulu économiser du papier, tu vois, en disant: «Non, c'était pas bien, fallait limiter les manuels, donc tout est en PDF, machin, à télécharger», on se retrouve, puisque c'est obligatoire, avec des bouquins. Alors, j'ai Entiers qui trouvé partent à la celui-là, j'ai poubelle. hein? Qui partent à la poubelle dans la majorité des cas, hein, faut être clair. Bah, c'est surtout déjà, moi je te cache pas que, il fait c'est petit, hein, tu vois? Il faut des bons yeux pour lire déjà et en plus, alors déjà tu la moitié des langues, ça t'intéresse pas. Donc en vrai, il y a assez peu pour ta partie à toi. Mais comme il y a beaucoup de langues en Union européenne, bah, ça fait beaucoup, des livres assez gros et hem et au final, voilà, c'est c'est comme tu dis, là, je l'ai sorti, j'ai cherché d'une boîte, justement, je suis tombé sur la première boîte. J'en ai plein comme ça des guides et ça personne les regarde jamais. Non, c'est vrai. Après, ça peut être une bonne idée que ces documents soient éventuellement, accessibles le jour où un problème particulier nécessite de trouver l'ensemble de ces informations. Après, est-ce que c'est absolument nécessaire que, chaque, annonce sur internet des dizaines de millions de produits qui sont disponibles, puisse, proposer systématiquement à et en plus de devoir l'inclure sur papier ou, sur un étiquetage de chaque produit, est-ce que c'est absolument nécessaire? Je suis pas sûr parce que ça fait effectivement beaucoup d'encre, beaucoup de papier, ça fait du poids en plus qui voyage dans les colis et puis même informatiquement, les grands sites marchands sont en train d'intégrer ces informations-là, nous ont demandé de soumettre pour chacune de nos propositions commerciales pour les clients, l'ensemble de ces informations techniques, de sécurité, manuel d'utilisation, désignation d'une personne responsable, les coordonnées du fabricant, le tout dans la langue du pays de destination du colis. C'est beaucoup, beaucoup d'informations, qu'elles soient sur papier ou qu'elles soient dématérialisées dans le cloud de ces grandes plateformes. Ça génère quand même beaucoup, à mon avis, de pollution et puis des masses de données qui, on va dire, servent à rien a priori. A priori, en l'état actuel des choses. Là, une des questions qui vont se poser après, c'est l'ensemble des données qu'on aura soumises, est-ce qu'elles vont strictement rester cantonnées au domaine de la sécurité des produits? Parce que là, c'est vraiment cette bannière-là. C'est-à-dire que moi, si on me demande aujourd'hui d'aller coller une étiquette en allemand dès que je vends un bouquin en Allemagne pour attester que mon livre n'est pas dangereux, l'écrire en allemand, c'est ce que je dois faire, hein, noir sur blanc sur une étiquette qui accompagne le colis. Et qu'en plus de ça, on m'aura, comment dire, empêcher de vendre plein d'autres trucs. Si aujourd'hui on en est là, c'est peut-être que demain, l'ensemble des informations qu'on aura renseignées, notamment les personnes juridiquement responsables, les coordonnées du fabricant, pourront être utilisées à d'autres fins. Un détournement commercial, c'est une possibilité. Ça peut être aussi réemployé dans un autre domaine. Je prends par exemple les produits culturels, que le secteur dans lequel je suis. Est-ce que ça ne va pas être réutilisé pour éventuellement aller pister des éventuels problèmes de droit d'auteur, etc. Et vu qu'on aura été attribué nommément aux personnes responsables, on pourra se retrouver dans certains cas de figure avec des situations un peu plus compliquées. Ça, on ne maîtrise rien du tout pour l'instant. Toujours est-il que Mmh. les articles qui posent des réels problèmes de sécurité, j'ai envie de dire à l'heure actuelle, ils sont déjà couverts par une réglementation très stricte. Ce qui est assez fou, c'est qu'on va demander à tous les commerçants de renseigner tout un tas d'informations pour attester ça pour des produits qui, du bon sens de tout un chacun, ne posent absolument aucun problème de sécurité. Alors, il y a quelques questions justement, donc il y a Fred Krum demande: «Est-ce que ça va impacter aussi les petites madames qui font des peluches façon artisanale et qui vendent en ligne?» Bah oui, 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 d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que alors, il y aura pas forcément, autant d'informations. Alors après les petites peluches, oui, ça rentre dans le cadre des jouets. Donc à mon avis, il va falloir, passer par des organismes qui vont apporter une certification. Enfin, je suis là par contre, je m'avance sur un sujet que je connais pas très, très bien, mais je pense que pour les créateurs de jouets en particulier, il va falloir un organisme qui certifie via des tests passés que ces jouets ne posent pas de problème de sécurité. Puis il faudra forcément attester de la coordonnée, des coordonnées du fabricant. Et puis alors souvent, je prends cet exemple, mais il y a beaucoup de gens qui sont auto-entrepreneurs, qui fabriquent ça chez eux, qui ont domicilié du coup leur société chez eux, c'est-à-dire qu'ils vont devoir publiquement afficher sur les plateformes leurs coordonnées personnelles, leur adresse, etc. Ça peut poser un certain nombre de soucis. Ça pose aussi un gros souci, et ça c'est vraiment
un sujet que j'évoquais la dernière fois, moi qui ne me concerne pas, mais qui me semble assez fou, c'est-à-dire de devoir communiquer sur la place publique l'ensemble des coordonnées des fabricants. C'est un secret professionnel quand même pour un grand nombre de petites entreprises qui gardent ces informations secrètes parce que justement, si à partir du moment où on commence à les communiquer, ben, des plus gros qu'eux vont leur piquer ces infos essentielles et ça va faire en sorte que leur vente à eux s'effondre. Alors je sais que pour la question des peluches, faites de façon artisanale, souvent, elles sont classifiées en objets de déco et pas justement en jouets pour D'accord. éviter les problèmes de sécurité, ce qui est, souvent un moyen détourné, mais bon, qui permet, justement d'éviter d'avoir passé parce qu'il y a un certain nombre de tests, de normes vis-à-vis des Ouais. jouets, en particulier en fonction de l'âge et cetera. Hem, Là, j'ai envie de dire que c'était déjà le cas, c'est-à-dire ces tests-là, à ma connaissance, il n'y a rien de nouveau, hein. Les jouets étaient déjà quand même très, très encadrés. Après, pour les gens qui font de l'artisanat, ça me semble effectivement un petit peu plus compliqué. La seule chose qui est nouvelle, on va dire, c'est l'ensemble, c'est la publication des informations à la fois coordonnées du fabricant ou de l'importateur et de cette fameuse personne responsable, qui est un concept juridique qui tourne autour de la responsabilité du point de contact pour qu'éventuellement des autorités qui demanderaient un rappel des produits puissent à un moment donné très rapidement retrouver les personnes qui, à défaut d'en être le fabricant, sont au moins des revendeurs et puissent comment dire, ne pas briser la chaîne des responsabilités. Mais mais alors, pour ça, pour mes bouquins et mes DVD, ça me semble quand même toujours très abstrait, quoi. Pourtant, c'est ce qui doit se passer. non, mais tu m'as donné une idée vu qu'il faut faire, des étiquettes de sécurité, par exemple, si tu vends des bouquins en Allemagne, j'ai envie de faire des rééditions du traité de Versailles en mettant «très dangereux pour la sûreté de l'État», heu, mais en allemand, tu vois? Et ce serait drôle. Plus sérieusement, donc il y a une question, donc quelqu'un dit: «Maintenant, si on vend des t-shirts, un t-shirt sur le net, on doit sortir un document pour expliquer comment il marche». Alors c'est pas un Oui, manuel c'est d'utilisation, c'est un manuel de sécurité, c'est un peu différent. tout à fait. Après, il y a quand même beaucoup de produits pour lesquels on demande, là, les plateformes demandent de charger les manuels d'utilisation et d'autres informations importantes. Après, moi, je ne suis pas concerné par ça directement, mais je lis un petit peu ce que me racontent tout un tas d'autres commerçants. C'est long, c'est compliqué. Il faut que ces informations-là, en plus, puissent être validées hein, par les plateformes. Parce que tout un chacun peut mettre n'importe quoi. On peut mettre une photocopie de n'importe quoi. C'est un bazar sans nom. On se doutait il y a 3 mois que ça allait être compliqué, que ça allait être parfois absurde, et on est en plein dedans. Alors ça démarre aujourd'hui, hein, c'est donc aujourd'hui, 13 décembre, un vendredi 13, hasard du calendrier, et vraiment à la pire période de l'année, parce que honnêtement, on est tous, nous les commerçants, en plein dans le rush de Noël en ce moment. On est tous fatigués, et c'est normal, après 2, 3 semaines de pic d'activité très intense, à se demander si c'est aussi pas fait exprès parce que du coup ça on va dire ça peut annihiler toute velléité chez des commerçants qui voudraient un petit peu se rebeller ou montrer un peu leur mécontentement. Non, c'est pas possible, on est en plein dans le rush de Noël et puis bon, je pense pas, on observe un petit peu tous nos inventaires sur les différentes marketplaces pour les commerçants en ligne pour essayer de voir si depuis ce matin, depuis minuit, il y a un peu de mouvement, si des annonces commencent à disparaître. Pour l'instant, je crois qu'il ne se passe pas grand chose et à mon avis, dans les prochains jours, ça va se faire progressivement, ça va pas se faire partout, ça va pas se faire de la même manière. C'est en ça que c'est vraiment incompréhensible, c'est-à-dire que le règlement lui-même est suffisamment flou, et quand c'est flou, il y a un loup. C'est suffisamment flou pour permettre à des plateformes d'interpréter différemment le règlement. Et il y a certains sites marchands qui nous accompagnent et qui ne nous embêtent pas plus que ça, qui vont certes nous demander un grand nombre de documents supplémentaires, mais qui ne vont pas pour autant nous pénaliser massivement ou nous empêcher tout simplement de travailler. Et puis il y a d'autres plateformes, il y en a une en particulier, la plus importante, qui demande la lune. Et pour ça, ça génère de l'incompréhension, beaucoup d'incertitudes chez des marchands qui ont fait ce boulot-là, que moi, j'ai pas fait, mais d'essayer de mettre en conformité chacune de leurs offres, ou au final, alors ça marche pas, dans certains cas, ça fonctionne, dans d'autres cas, ça fonctionne pas. Beaucoup de leurs annonces, de leur soumission des documents de conformité sont toujours en attente, donc ça génère beaucoup d'incertitudes. Et puis, on se retrouve des fois avec des annonces remplies complètement
de manière farfelue et aberrante, avec des personnes responsables désignées qui n'ont rien à voir, avec des coordonnées du fabricant qui sortent de nulle part, c'est avec des photos qui sont complètement inappropriées. C'est le grand bazar généralisé. Il va falloir sûrement des semaines et des mois pour que tout ça se nivelle. En attendant, ce qui compte pour nous, les commerçants en ligne, c'est quelle va être l'interprétation des plateformes. Est-ce qu'ils vont appliquer à la lettre le règlement? Dans ce cas, on va avoir des gros soucis. Ou est-ce qu'ils vont respirer un coup, attendre un petit peu, voir comment ça se décante? Et puis, bon, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Mmh, OK. Bah, ce qui est sûr, c'est que, bon, comme on l'a vu, alors, pour info, beaucoup auront remarqué que sur les vêtements, et alors, ceux qui sont parents et qui ont des enfants le savent très bien, les étiquettes, maintenant, on se retrouve, tu achètes une chemise, tu as un paquet d'étiquettes comme ça, et les enfants, le premier truc qu'ils demandent: «Est-ce qu'on peut pas?» Et donc on coupe les étiquettes qui finissent à la poubelle. Donc voilà, ils se retrouvent avec des trucs où il y a plus d'étiquettes que de vêtements. Heu, Oui. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, à vouloir un peu prendre trop de mesures de protection, on finit déjà par infantiliser les gens. À force de trop d'informations noyées dans une masse d'informations inutiles, on en perd le bon sens, on en perd la pertinence des quelques rares informations qui seraient peut-être éventuellement utiles d'avoir pour les clients. Et puis, on s'habitue à être quelque part anesthésié dans cet univers-là. Et est-ce que quelques rares quand même cas de défaillance de produits sur le marché européen qui arrivent, hein, qui sont à chaque fois des drames d'ailleurs, hein, un gamin qui s'étouffe avec un jouet, ce genre de choses, c'est à chaque fois des gros problèmes. Est-ce que on est prêt à mettre en face de ça pour limiter ces quelques peut-être dizaines de cas annuels? Est-ce qu'on est prêt à faire perdre un temps colossal, des sommes d'argent colossales à l'ensemble des entreprises, et puis avec un coût écologique important? Bon, ça se discute, mais là, en l'état actuel des choses, il y a pas mal de boîtes qui vont beaucoup souffrir, peut-être certaines devoir complètement arrêter leur activité. Et bon, voilà, il y aura un coût social, il y aura un coût économique à tout ça, hein, donc alors, certains, je vois, posent la question: «Mais qu'est-ce qui va se passer, avec les produits hors Europe ou Ouais, chinois et cetera?» Ils sont soumis à la même réglementation, mais il faut savoir un truc, parce que connaissant bien ceux qui font les réglementations, ce qui est important, c'est de donner les informations. C'est-à-dire que tu seras contrôlé sur le fait de la fourniture des informations, ouais, pas forcément sur leur pertinence. Et ça, c'est pas les mêmes qui contrôlent. Et donc ce qui ouais. fait que les Chinois, probablement, ça va être traduit n'importe comment, mais ça existera. Et Ouais, ouais, il y par aura une contre, info disponible, quelle que soit cette exactement, info. heu, exactement, la qualité de l'information, ne fait pas partie des critères. Ça m'a toujours fait, ça veut dire qu'un commerçant qui donnerait des informations de qualité, mais insuffisantes par rapport à la réglementation, serait en tort, Ouais, ouais, versus quelqu'un qui mettrait n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça, tout et va bien. c'est ce qui se passe en ce moment. Les marchands renseignent pour beaucoup des informations pertinentes, et puis plein d'autres parce que pris au dépourvu, parce que trouvant cette situation ubuesque, renseignent n'importe quoi, et c'est ce qui est en train de se passer. Et au final, on voulait peut-être affiner ou améliorer la qualité et la quantité des informations disponibles, et on va se retrouver avec tout et n'importe quoi. Il faut quand même rappeler qu'on parle de dizaines de millions, peut-être des centaines de millions d'offres commerciales. Donc c'est globalement, c'est des algorithmes, hein, c'est des robots qui vont vérifier tout ça, les documents fournis. Et je me rends bien compte, pour avoir fait quelques petits tests à la marge, que ils valident un certain nombre d'informations qui peuvent être complètement in à propos. Et puis de l'autre côté, des choses tout à fait pertinentes ne passent pas, bloquent. Et du coup, il y a un certain nombre de commerçants qui se retrouvent, tous ceux qui ont très peu de produits et pour lesquels ces offres ne passent pas, ils sont en panique. Mais bon, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entrée en vigueur de ce règlement comment dire, génère chez les marchands que nous sommes une grande colère maintenant. C'était un peu de l'incompréhension au début, c'était plus de l'angoisse, et aujourd'hui, c'est de la colère. Je me suis promis ce matin
pendant cet entretien de ne pas dire de gros mots, d'insulter personne, mais c'est pas évident parce qu'il y a une colère que je ressens ne serait-ce que via l'ensemble des contributeurs que je remercie d'ailleurs du groupe Facebook sur lequel on échange un petit peu nos ressentis, nos expériences, les infos qu'on attrape à droite à gauche qui peuvent être pertinentes. Mais honnêtement, on n'en sait pas beaucoup plus que quand on avait discuté il y a déjà quelques semaines de ça. Hein. Alors, Et alors, oui. je vois une question, alors ça se traduit comment économiquement et à qui profite le crime? Mais moi j'ai Mm. surtout, une question puisque c'est un échange qu'on a eu ensemble. Tu dis que, en fait, les médias français, tout ça, tout le monde s'en fout en fait. Oui, alors, Qu'en fait les gens se sentent pas concernés et que probablement quand il va commencer à avoir des défaillances d'entreprise, on va dire: «Comment on en est arrivé là?» C'est toujours la même chose. ouais. Ouais, ouais. Bah, quand je te parlais de colère, c'est à plusieurs niveaux et envers à plusieurs échelles. La première, c'est globalement dans ce qui occupe le quotidien des entrepreneurs ou des PME que nous sommes, c'est les réactions des plateformes. Les sites marchands, hein, ça va être en premier lieu Amazon qui de loin domine le marché, mais il y en a plein d'autres qui, alors, soit surcommuniquent, nous donnent des informations complètement folles avec des choses impossibles à respecter. Donc, il y a vraiment l'interprétation que les sites font de ceux qui vont faire du zèle, Amazon en l'occurrence, annonçant aller parfois plus loin que ce que la réglementation impose. Et la réglementation, elle est déjà ardue à respecter, et eux, ils assument très clairement de nous demander encore plus. Euh, Quel intérêt pour eux, je ne sais pas, mais visiblement, il y en a un certain. Et il y a tout un tas d'autres sites qui n'ont absolument pas communiqué, qui font comme si de rien n'était, alors qu'ils sont quand même soumis eux aussi en tant qu'opérateurs économiques intermédiaires, on va dire, entre le client et le marchand que nous sommes, qui sont soumis à des contraintes très très importantes. Il y en a plein qui n'ont pas du tout communiqué, qui ne demandent rien, ou alors qui renvoient de manière assez simpliste au règlement, mettez-vous en conformité, et puis c'est tout. C'est assez étonnant comme quoi finalement des structures commerciales importantes que sont les marketplaces, qui ont normalement toutes les mêmes contraintes, n'ont pas du tout les mêmes demandes vis-à-vis des vendeurs tiers, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire les marchands partenaires, leurs fournisseurs, quoi, en quelque sorte, que nous sommes. Donc c'est très bizarre comme situation. Mais je sais que c'est compliqué pour eux aussi, hein, pour avoir échangé notamment avec une petite plateforme, une marketplace, donc hein, qui n'est pas vendeur lui-même, mais qui fait office d'intermédiaire française. Ils sont tenus dans le cadre de l'application du règlement d'adhérer à un portail de sécurité européen qui s'appelle Safety Gate, qui doit permettre la transmission d'échanges de sécurité rapides, les remontées les plus rapides possibles en cas de problème de sécurité qui est détecté. Très bien. Mais malgré tout, ça a un coût important. Je ne sais pas exactement quel est le montant, mais c'est cher. C'est une adhésion annuelle pour avoir le droit d'être intégré à ce système d'échange de données informatisé. Et encore une fois, là, ça va faire un barrage, c'est-à-dire que les grosses plateformes, pas de problème pour eux, mais des petites marketplaces qui pourraient être spécialisées sur certains domaines d'activité vont se retrouver fortement handicapés. De la même manière que nous, vendeurs, du moment qu'on est petit, à partir du moment où on a, pour se mettre en conformité, à payer l'adhésion à divers organismes privés à droite à gauche, eh ben ça nous crée des freins. Plus on est gros, plus ces sommes-là sont absorbables facilement, et plus on est petit, plus ça pèse à la fois en temps de travail administratif et puis en termes de cotisation. C'est ce que tu avais relevé la dernière fois, notamment avec, il me semble, avec une forme de taxe privée, en fait. C'est-à-dire que c'est un moyen détourné pour nous faire cotiser à des éco-organismes, à tout un tas d'entreprises privées qui ont, elles, très bien délimité ce qu'il y a à faire et comment ça doit se faire, alors que nous, on découvre un peu, mais il y a quand même plein d'entreprises qui sont là, prêtes à nous faciliter le boulot de la mise en conformité, moyennant finance, bien entendu. Ouais, non, bien sûr. De toute façon, il y a t c'est il y a toujours des gens très malins. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de fiscalité qui jouent sur la complexité des systèmes et qui, on va dire que ça arrange bien que, les systèmes ne soient pas changés pour, surfer là-dessus. Alors, juste, Ouais. parce qu'on me dit que, ce ne sera pas François Bayrou, le premier ministre de la France. On sait toujours pas qui, donc désolé pour l'aparté. On dit que ce n'est pas Jean-Yves Le Drian. Bon,
On verra bien, qui sera, Premier ministre, de notre pays. Ce qui est sûr, c'est que c ce qui est compliqué, sur cette histoire que tu évoques, c'est que on est à nouveau dans une espèce de non-responsabilisation de personne. C'est-à-dire que les gens veulent faire un truc, sur le papier, ça a l'air bien, mais ceux qui ont produit ça n'ont jamais rien produit ou vendu ou réfléchi comment ça marchait. Ils Oui. se sont juste dit, «Ouais, on va faire, bien». Alors, après beh, non, moi je refuse d'être Premier ministre. J'ai déjà dit: «Si un jour je prends un ministère», et je parle très sérieusement, je veux le ministère de la défense interplanétaire. Un choix, je veux fabriquer des rayons laser géants pour défoncer les astéroïdes. Voilà, il y en a qui ont des petites ambitions dans la vie. Moi, j'ai cette Ah, c'est pas ambition-là. rien. Ouais, C'est bah, pas on rien. sait jamais, tu vois? Parce que le jour où l'astéroïde, elle arrivera, beh, ils diront: «Merci Pedro, nous on a les rayons laser». Et s'il arrive pas, bah, on aura des super rayons laser, ça fera des beaux trucs touristiques. Tu vois, un peu, on peut faire ça façon Tour Eiffel, comme ça, des trucs un peu beaux qu'on met dans des endroits pour revaloriser les territoires. Les gens viendront visiter la nuit, ça fera des lumières. Mais voilà, donc moi heu, hem de toute façon, je vois que tout le monde dit: «C'est peut-être pour ça que Georges n'est pas là, il a été convoqué à l'Élysée». Je ne sais pas, je ne sais pas. Heu J'espère que tout va bien pour lui parce qu'effectivement, heu, ça y est, on a perdu Pierre. Non, c'est sérieux, la question de la défense interplanétaire, pourquoi les Américains, ils ont le programme Star Wars et nous, on n'aurait pas des super rayons laser comme ça? En plus, ça ferait bosser les gens et tout. Il faut les fabriquer et il faut faire la R&D qu'il y a derrière et après, tu vois, il faut réfléchir comment on fait pour dévier. Ça fera un grand projet national. Comment on fait exploser des astéroïdes? Bah, je vous garantis que c'est moins débile que d'aller sur la Lune qui est un caillou où il y a rien. Heu, Attention au problème de sécurité quand même, hein, avec les lasers, pour les astéroïdes, hein. C'est un ouais, bah, beau terrain c'est de vrai jeu que pour les normes. c'est plutôt Musk qui aurait des problèmes parce que vu qu'il a mis plein de satellites. Oui. Bon, mais voilà, et Et c'est moi je pense qu'on n'est pas assez préparé le jour où, les hommes verts arriveront, si on n'a pas des lasers, voilà. Alors, trêve de plaisanterie, c'est ce qui me choque moi dans tout ça, c'est effectivement, c'est toujours de voir la même chose. Des gens qui après diront: «Ah mais on pensait pas qu'on l'avait fait et que ça aurait ces effets-là». Alors qu'il y a des gens comme toi qui alertent depuis longtemps et on a l'impression, voilà. bah, ouais, moi je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que quand je te parlais de colère en fait, aujourd'hui de la part de beaucoup d'entreprises, c'est à la fois vis-à-vis évidemment des plateformes qui nous communiquent pas, les bonnes infos et qui nous laissent patienter et qui entretiennent, je pense, de manière probablement volontaire, une forme d'incertitude, d'angoisse et Dieu sait si les entrepreneurs ont besoin d'un seul truc, c'est de la visibilité. C'est pas les contraintes, c'est pas les difficultés qui nous font peur, c'est l'incertitude. Donc il y a ça et il y a les deux autres choses qui, moi, m'ont rendu vraiment assez énervé. C'était les médias. J'ai fait un boulot de fou et je sais que je suis pas le seul. Il y en a plein d'autres qui ont essayé d'alerter les médias, que ce soit des médias généralistes, grand public ou spécialisés, qui soient mainstream ou alternatifs. On a eu mais vraiment très 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 peu de retours. C'est pour ça que je te remercie encore de nous permettre d'avoir une petite fenêtre comme ça où on expose un peu en profondeur les difficultés auxquelles on est confronté et puis que personne connaît parce qu'on est par définition des gens qui travaillons isolés chacun dans notre coin. On est vraiment les petites mains de la société Amazon ubérisée. Mais ça allait à peu près jusque-là. Ça devient de plus en plus dur. Donc les plateformes nous ont mis en colère, les médias nous ont mis en colère, enfin moi à titre personnel parce que là, en l'occurrence, mais rien de rien. Et les politiques aussi. Pas les politiques tellement qu'on a pu solliciter, parce qu'on a eu quelques accompagnements quand même de la part de députés et députés européens, mais c'est plutôt dans les réponses qui ont été faites. Là, j'ai un certain nombre de réponses qu'on a réussi à avoir de députés, enfin comment dire, du gouvernement français et aussi de la Commission européenne. Et c'est assez hallucinant. C'est des sommets de langue de bois avec une espèce de morgue dans le ton qui nous envoie balader, alors que les questions étaient formulées, elles avaient été bien réfléchies de manière assez précise. Et voilà, bon, ça n'a mené à rien.
Alors après, si tu as, le temps et l'envie, je peux te raconter tout un tas d'anecdotes sur la manière dont ça s'est fait, notamment pour les questions européennes. C'est assez rigolo. Je ne sais pas si c'est le mot, mais les assistants parlementaires m'ont bien fait comprendre qu'au moment des réponses de la Commission européenne, que les réponses avaient été données, et c'était un honneur par le commissaire européen lui-même, un certain Didier Reynders. Je ne sais pas si tu as vu un peu ces derniers temps ce qui se passait avec lui. Le nom me disait quelque chose. C'est le commissaire européen à la justice qui a Alors, je suis officiellement. désolé, hein, je suis Ouais. honteux, je ne connais pas les commissaires européens et j'ai aucune envie de les connaître, mais je te laisse, Non, ça n'a pas d'intérêt. Ce que non, non, mais j'ai, parce que ça, je pense que c'est les gens les plus méprisables qui existent, donc un peu comme les criminels de guerre, tu sais qu'ils existent, mais tu as pas envie de les connaître. Alors de guerre, non, mais criminel, on peut dire ça, visiblement, en ce qui le concerne. Parce que le nom me disait quelque chose. Alors je suis allé retrouver dans ma bibliothèque, et effectivement, j'avais un bouquin qui s'appelle Le clan Reinders, que j'avais lu il y a quelques années, sorti par un journaliste belge, Philippe Engels, qui raconte l'ensemble de l'ascension au pouvoir de ce grand technocrate belge qui a des casseroles judiciaires longues comme le bras et qui vient, en l'occurrence, il y a quelques jours, d'être de nouveau perquisitionné, mis en examen pour blanchiment d'argent dans des histoires de jeux de hasard. Voilà. Et c'est donc cette personne qui se permet de nous faire la morale dans les réponses officielles de la Commission européenne. Faisant faire la morale, c'est-à-dire vous inquiétez pas, c'est pour vous qu'on fait ça, et puis non, il n'y a pas de problème, et de toute façon c'est comme ça, il n'y a rien à voir. C'est le sens général. Hein. J'exagère un petit peu, mais il y a quand même dans les réponses quelque chose assez croustillant quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont capables, dans le même paragraphe, de dire deux choses et son contraire. Sachant que ces réponses de la Commission européenne, hein, c'est pas juste un échange de mails entre deux parties, c'est vraiment un document officiel qui a valeur légale dans l'Union européenne, où ils sont capables de dire dans la même phrase, dans le même paragraphe, par exemple, tous les produits d'occasion devront satisfaire aux exigences énoncées par le RSGP. Et puis ils disent après, et finalement, les produits mis sur le marché peuvent échapper ces exigences à condition de respecter le RSGP. Et on tourne en boucle. Enfin voilà, c'est un exemple parmi d'autres de tout ce qu'on nous a fait miroiter comme possibilité, notamment pour les petites entreprises, si ce n'est d'échapper à l'application du règlement, au moins d'avoir un certain nombre d'aides. Et à chaque fois, on nous dit, il y a des aides, il y a des aides, il y a des canaux d'information, et on ne trouve rien nulle part. Alors, on a essayé de se débrouiller autrement. Je sais que j'ai contacté sur le site de Bercy, il y a un formulaire qui permet pour des entreprises qui ont une difficulté quelconque de demander une assistance, pardon. Et bon, voilà, au bout de 3 semaines, on m'a dit que finalement, aucun conseiller n'était disponible pour m'aider dans mes démarches sur ce sujet. Voilà. Donc, Ouais, et on au moins, tourne tu en as rond. eu un humain qui t'a répondu. Je ne sais pas si c'est un humain ou un mail automatisé au bout de 3 semaines, Ah, mais parce que moi, le truc qui m'en fout ces temps-ci, c'est quand tu contactes certaines administrations et tu tombes sur un truc, et donc ils te proposent des choix et tu as jamais le choix que toi, tu vois, quand tu as des anomalies, le oui, choix ça que tombe toi tu toujours sur as, un autre et cas. tu Ouais, c'est ça. fais dièse, 1, dièse, étoile, dièse, et à un moment, il dit: «Le temps de cette conversation a trop duré, merci de rappeler», et là, tu as envie de mourir, en fait. Tu as juste envie d'aller brûler le centre d'appel, voilà. Mais oui, non, non, je comprends, c'est pénible parce que toi, tu vois le truc, tu vois cette réalité, et en fait, les gens se disent: «Oh, ils râlent, mais ils vont s'habituer». Mais à force, en fait, de rajouter tellement de contraintes, on les gens souvent, parlent de la fiscalité comme une limite à l'entrepreneuriat, et en Mhm. fait, c'est ce genre de conneries parce que la fiscalité, bah, tu l'intègres dans ton chiffre d'affaires, tu finis par trouver une solution. C'est un truc qui est gérable. Par Oui, contre, à chaque fois qu'on te change les règles, ça, c'est pas gérable, en fait. oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est un univers. Bon, après, c'est vrai que la vente sur les marketplaces qui nous concerne là, c'est quand même un univers très mouvant.
C'est-à-dire que chaque mois apporte son lot de nouveautés qui sont en général jamais des bonnes nouvelles, hein. En général, on reçoit des mails des grandes plateformes qui nous disent ça commence par nous avons le plaisir de vous annoncer que. Quand ça commence comme ça veut dire qu'on va se faire entuber dans la foulée. On a le plaisir de comprendre qu'ils sont en train de mettre en place des nouvelles contraintes qu'eux ne veulent pas assumer et qui nous imposent pour la satisfaction des clients, qui bien sûr permettra une augmentation de notre chiffre d'affaires. Sauf qu'en fait, c'est juste des contraintes que ne s'appliquent pas forcément, ou en tout cas nous demandent d'assumer. Mais on a l'habitude d'évoluer dans ce milieu-là. Mais que ce soit à un moment donné le législateur, c'est-à-dire les gens qui sont censés défendre nos intérêts, qui nous imposent des choses complètement absurdes, farfelues et puis monstrueuses en termes de temps de travail et d'adaptation, c'est quand même assez fort de café, quoi, hein. Donc, Oui, ou bien un complotiste dirait que c'est un bon moyen, de faire changer l'économie et faire disparaître les petits. oui, bah, c'est ça qui va se passer, hein. C'est-à-dire que chaque norme apporte son lot de gens qui n'arrivent pas à suivre, qui n'arrivent pas à s'adapter. C'est une forme de sélection naturelle encadrée par le haut. Et voilà, je sais pas non plus quelle est la fraction des gens qui vont passer ce cap-là, parce qu'il y en a un paquet d'autres qui arrivent après, hein. On est en train de découvrir progressivement, on n'est même pas en train de commencer à tenter de se dépatouiller avec celle-ci, qu'il y a d'autres normes qui vont arriver. Mmh. Après, c'est pas moi qui me collerai le boulot, hein. Si quelqu'un veut faire un groupe Facebook, parce que là, il y a les émissions carbone, là, Amazon a commencé à communiquer là-dessus, alors ça a l'air assez sympa. Ils commencent à communiquer sur la politique de déclaration des émissions de carbone à venir. Pour l'instant, il n'y a rien de contraignant, c'est juste qu'ils vont nous associer à chaque marchand une consommation de carbone liée à l'activité, le déplacement des livreurs, etc. Et il y a fort à parier que ça va être une base pour un futur impôt à un moment ou à un autre. Tu veux Il y a dire le ça. même truc bullshit qu'il y a dans les avions là, qui te mettent combien tu as dépensé de carbone? Ouais, je pense que ça va être quelque chose comme ça, c'est probable. Voilà, Oui, mais oui, bon. Rien. ça sert à ça, hein, effectivement. Les cartes grises, si vous observez bien, en fait, bon, alors là, bon, on parle pour une taxe, c'est une taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés. Et ben en fait, on avait un système assez simple, donc tant de chevaux, ça fait tant, etc. Là, on est parti sur un calcul assez complexe, sur la base du nombre de grammes émis qui figure sur de CO2 émis qui figure sur la carte grise. Il y a tout un truc, les calculs sont incompréhensibles désormais. Mais globalement, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que toute. Alors, il y avait une question qui était posée, qui était est-ce qu'il y a eu un vote au Parlement européen là-dessus? Ouais, 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 ça a été voté en Ouais. décembre 2023, je crois. Et de ce que m'ont raconté des assistants parlementaires de députés européens, ça n'a posé aucun problème, hein. Ça a été voté comme une lettre à la poste. Après, quand on regarde le détail de ce règlement, euh, c'est difficile de faire ressortir des quelconques contraintes. Ça semble tout bien. Et là aussi, le vocabulaire utilisé, la rhétorique à son sens, c'est que des mots positifs. C'est harmonisation, sécurité, tranquillité, croissance, hein. Ils nous font un des grands objectifs de ce règlement, c'est justement de pérenniser la croissance des TPE européennes. C'est quand même c'est quand même assez fou, quoi, quand on voit les contraintes que ça nous impose et le fait que ça va en faire chuter un grand nombre. Donc non, ça n'a posé aucun problème quand ça a été voté. Et c'est qu'après coup, quand on leur a signalé, mais vous vous rendez compte un peu ce que vous, votre parti, etc., a voté, et personne s'en rendait compte, parce qu'il y a il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et dans la réalité matérielle de ce qui est demandé, ça se traduit par des contraintes vraiment, vraiment fortes qui pèsent sur les entreprises. Et quand je dis les entreprises, c'est les petites, hein, les grosses, il n'y a pas de souci. Ah S'ils mais ont des compliance managers et des juristes et des informaticiens, etc., ils s'en sortiront. Mais quand on est tout seul ou en TPE familiale, ça devient ingérable. non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent le cas au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale. En fait, les députés ne bitent rien au sujet qu'on leur présente et souvent Ouais. sur des sujets très techniques, il y a un rapport, d'un rapporteur qui leur dit: «Bon, les gars, il faut voter ça». On l'a vu dans le numérique toutes ces dernières années où les mecs, mais ils votaient systématiquement à côté de la plaque parce qu'ils comprenaient rien, en fait. Comprenaient rien au sujet. Tu avais 2-3, spécialistes dans la salle qui disaient: «Mais non, mais vous êtes dingues, c'est pas comme ça, c'est n'importe quoi». On se souvient, de cette magnifique intervention de Christine Albanel qui nous expliquait, comment son pare-feu OpenOffice, lui permettait de bloquer les attaques des pirates. Bref, les gens racontent n'importe quoi et c'est vrai qu'après, ils s'étonnent
qu'il y ait des problèmes parce qu'en fait, en vrai, il devrait y avoir à un moment, il y a le vote oui, non, l'abstention et le vote. Ne se prononce pas, je suis pas compétent, tu vois? C'est ça qu'il faudrait parce que Tout à c'est fait. voilà, c'est un moment, si les gens ne comprennent rien. Mais surtout que les textes de loi, enfin, je sais pas trop la différence après, si les processus sont les mêmes au Parlement européen et à l'Assemblée nationale, mais très souvent, voilà, les députés, on leur colle devant le nez un document pré-rempli, on leur dit tu signes ça, tu votes ça. Et effectivement, c'est compliqué. Tous ne peuvent pas aller prendre le temps nécessaire pour acquérir un minimum d'expertise sur chaque sujet. C'est qu'à un moment donné, il y a forcément des gens qui réfléchissent et qui décident pour eux. Non, Mais parce que si je prends par exemple un exemple qui va parler à tout le monde, je prends l'exemple de Louis Boyard. À part, les normes sur, les feuilles OCB, je suis pas sûr qu'il bite quelque chose au reste des normes. Donc voilà, typiquement. attention Pedro, parce que c'est mon cousin. Ah pardon, pardon, Bon, après, pardon. ceci dit, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans, hein, mais Ah mais je ne savais pas, tu vois? non, Mais c'est pas bien. je Bah, pense que ceci dit, il m'a pas répondu. il a un vrai domaine de compétence, il faut savoir respecter son expertise, tu vois? Oui, ceci dit, j'aimerais bien qu'il me réponde d'ailleurs, parce que je l'ai aussi contacté comme plein d'autres élus de la nation par rapport au sujet que j'essayais de faire émerger. J'attends toujours la réponse, hein, bref. Ceci dit, hein, pour faire un petit point sur la politique, je me suis rendu compte à quel point à gauche, personne n'a répondu. J'ai essayé de lever le sujet auprès de plein de monde, que ce soit des médias, des associations, des partis politiques, etc. Les seules réponses que j'ai eues, quasiment, hein, parce que bah, je suis là aujourd'hui, hein, mais c'est des médias ou des partis de droite ou d'extrême droite qui, pour je ne sais quelle raison, se sentent en tout cas peut-être plus légitimes ou pour aborder ces sujets-là, aller défendre des causes et que ce soit dans quelle que soit la taille des structures. Hein, et bon, voilà, la gauche a vraiment abdiqué sur les questions économiques, alors que pourtant il s'agit là vraiment d'un problème de conflit quelque part entre les petits et les grands, quoi. Hein, de la même manière qu'un certain nombre de Français les plus défavorisés ont besoin d'aide et de soutien face à des abus de pouvoir, bah, c'est exactement ce qui se passe là pour les entreprises. Les multinationales, il n'y a pas de souci, elles vont bien se porter avec ces nouvelles normes, ces règlements. C'est les petits qui vont trinquer et qui trinquent de plus en plus fort et de plus en plus vite. Alors Sylvie Leroy dit: «Les députés européens n'ont aucun droit de vote, sauf s'ils votent la même loi. C'est la Commission, et Ursula qui ont tous les pouvoirs». Effectivement, les lois sont issues de la Commission, mais les députés les votent. Alors par contre, s'il y a une blague, c'est que s'ils votent contre, la loi peut être représentée jusqu'à ce qu'ils votent pour. C'est la grande démocratie européenne, donc tant qu'ils n'ont pas dit oui, on continue. On continue. Mais mais bon, pour mes détracteurs qui disent qui se moquent de moi avec mes lasers, moi je dis: «Regardez, c'est quand même vachement classe et en plus, si on fait un test, par hasard, le laser tomberait sur Bruxelles, je pense que personne m'en voudra». Dans les expérimentations outre-Rhin, on pourrait, par hasard, ce serait pas de ma faute, qu'il y ait un rebond comme ça du laser et que on va dire, on on corrige quelques, errements historiques, de nos voisins d'outre-Rhin. Bon bref, mais vous voyez, les gens ils se rendent pas compte à quel point ça la nation comme ça, on pourrait ressouder la nation autour, de ce grand projet. Plus sérieusement, ça m'étonne pas parce que dès lors que, vous êtes petit patron, une partie de la gauche, malheureusement, se bloque. Et en fait, alors que, bah, un petit patron, concrètement, c'est un salarié. Tu tu es Ah, mais tu es on est dans une patron, mais tu es précarité quand quasiment même. salarié d'Amazon en vrai. Oui, alors oui, ça c'est encore un autre problème. C'est effectivement dans beaucoup de cas de figure, on peut presque être assimilé à des salariés en CDI tellement la structure de notre chiffre d'affaires nous rend dépendants de tel ou tel site. Hein, mais c'est sûr que la plupart des entrepreneurs, on va dire des commerçants sur les marketplaces, sont pas des gens qui roulent sur l'or, loin de là. Et puis on compte pas nos heures, et puis on n'a pas de sécurité, on n'a pas de filet de sécurité, etc. Donc c'est
c'est probablement moins grave que ce qui se passe chez les agriculteurs. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui peut se passer dans d'autres secteurs, l'agriculture, mais aussi l'industrie, finalement, les enjeux pour la vente de produits sur Internet, ça semble peut-être assez anecdotique, mais ça participe de dresser un portrait quand même de ce qui est en train de nous être imposé par petits pas. Hein. Vous en parliez la dernière fois, c'est vraiment ça. Mais ça l'est pas parce que regarde, je suppose que toi, tu vas soit à la poste, soit tu as des livreurs qui viennent chercher les colis. Mmh. C'est probablement souvent les mêmes. Mmh. Donc si toi tu bosses plus, ces mecs-là, bah, bossent plus. Donc même si c'est pas tes employés, ça fait déjà en moins. Il y a tous ceux qui vont livrer derrière. Il y a ceux qui réceptionnent. Il y a tout un cercle et donc Et puis même si l'impôt toi aussi, hein. Il y a à la fois, tu disais, effectivement, l'ensemble de toute l'espèce d'écosystème d'entreprises partenaires qui, si un maillon qui lâche, c'est d'autres qui vont être en difficulté aussi. Et puis il y a la question fiscale, hein, vous en parliez avant, mais c'est aussi un grand enjeu. C'est-à-dire que qui ramène les impôts en France, c'est les TPE, les PME, parce que on n'a pas les moyens. C'est-à-dire, je sais pas, après chacun ferait ce qu'il veut s'il en avait les moyens, mais de toute façon, on n'a pas les moyens d'échapper à quoi que ce soit. Sur Internet, on fait pas de blague, hein. Le moindre centime est tracé absolument partout, et puis on se fait assassiner. Mais bon, après, on peut discuter de l'emploi de ces impôts, mais en tout cas, on a une participation, on va dire, au bien commun en termes de charges qui est délirant comparé aux très grosses entreprises qui, elles, ont ces possibilités d'échapper à l'impôt via des processus d'évasion, d'optimisation fiscale. Et c'est ces entreprises-là qui vont sortir gagnantes des différents règlements ou directives successives qui arrivent. C'est ces boîtes-là. Bon, après, ceci dit, visiblement, ils vont embaucher des gens pour faire tout un tas de contrôles sur ce règlement et sur les colis qui vont être expédiés, des opérations coup de balai, comme ils appellent ça. Ils vont regarder. Et à l'heure actuelle, où les douanes réclament du personnel pour aller pouvoir inspecter un peu mieux les conteneurs, pour pouvoir s'assurer que ce qui rentre sur le territoire est conforme, et ben non, ils vont probablement embaucher des gens pour aller vérifier si les CD ou les bouquins que j'ai envoyés comportent bien l'attestation que s'ils ne posent aucun problème de sécurité. Enfin, on marche sur la tête. Ça, au bout d'un moment, ouais, ça mais tu viens de le dire parce qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de marchandises chinoises qui passent sans aucun contrôle et je sais plus, nos amis douaniers nous avaient expliqué, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1 sur 18 000 dans les conteneurs qui est qui contrôlé. ouais, un truc, c'est absurde en fait, tout passe en fait, comme dans du beurre et que d'un seul coup, heu, voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, on va mettre des gens qui vont contrôler des choses. Alors, je comprends la volonté effectivement, heu, d'améliorer, mais ça pourrait être très bien un registre européen dématérialisé où tu as un numéro, on va dire sur ton produit et que tu peux aller vérifier, le certificat de mise en conformité. Ce serait beaucoup plus simple. Hem, C'est ce qui alors va se passer, hein, aussi. Hein, j'avais un peu évoqué le sujet la dernière fois très rapidement, mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais en fait, tout ce qui est en train de se mettre en place là, en termes de, c'est pour ça qu'ils ont mis un parapluie commun sur tous les objets et qu'ils ont pris cette décision-là complètement folle de demander finalement autant d'attestation, de traçabilité, de sécurité, y compris pour des produits qui visiblement n'en posent aucun. Mais il y a une logique, c'est qu'on tend vers ce qu'ils appellent le passeport numérique des produits qui devrait démarrer a priori en 2027. Pour l'instant, il n'y a pas de déclinaison matérielle très très précise, mais en gros, à partir de cette période-là, il va y avoir un contrôle total des marchandises de chaque objet qui circule dans l'Union européenne. Il y a déjà des contrôles sur les personnes, il y a des contrôles sur les capitaux, mais on va avoir un contrôle très fin sur chaque objet. Alors ça va se faire via des QR codes, via des puces qui seront appliquées sur les produits. Alors après, grande question, qu'est-ce qui va se passer des produits d'occasion, etc. Alors, parce que d'un côté, je on suis nous... désolé, j'imagine la taille des QR codes sur les boucles d'oreilles que la personne va acheter, si tu veux. Ouais. Ah, Alors, c'est pas les produits eux-mêmes, ce sera sur le document d'accompagnement dans ouais, toutes non, les bien langues sûr. de l'Union, etc. Mais voilà, il y aura des QR codes, codes barres ou des étiquettes RFID avec information sur l'origine du produit, sur le contenu, sur le recyclage, sur tout un Non, tas mais de choses. Et encore une fois, l'écologie, qui est quand même effectivement un vrai gros sujet pour nous humains en Europe aujourd'hui, est instrumentalisée pour probablement autre chose. Et on arrive à une forme de
technocontrôle comme ça qui peut, s'il est mis entre de mauvaises mains, déboucher sur des choses pas très chouettes, quoi. Après, on verra, mais... Ouais, bah, en fait, la grosse tendance, c'est en fait la complexification fait qu'en fait, on se retrouve avec. On va avoir deux tendances. On a une complexification pour certains trucs, et de l'autre côté, tu pourras monter des micro-entreprises, des machins, etc. Enfin, c'est mis en place. Mais globalement, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça permet, on supprime le salariat, alors on supprime la concurrence, ou on absorbe la concurrence, c'est-à-dire qu'en gros, on se cale sur les plateformes, donc on est obligé de subir les dictats des plateformes qui ont les moyens de faire un certain nombre de choses. Et effectivement, d'une certaine manière, il y a toute une frange de tout un secteur économique qui va disparaître du point de vue autonomie, qui va devoir se placer sous les auspices d'autres structures pour travailler un petit peu, mais je dis bien un petit peu, sachant que l'essentiel du fonds de la masse financière ira sur justement les grosses structures qui vont coordonner l'ensemble. C'est vraiment ça qui se met en place un peu partout. Enfin, je veux dire, un des sujets que j'avais vu sur la micro-entreprise, c'est que du coup, ça permettait, par exemple, dans le bâtiment, de plus embaucher des peintres, mais de louer les services localement d'auto-entrepreneurs. Et c'est un mécanisme qui commence à s'étendre maintenant sur d'autres secteurs d'activité et qui s'étend surtout sur des boîtes qui ont déjà une taille au-dessus du simple Oui. micro-entrepreneur. Et donc, du coup, voilà, c'est un petit peu ce que, quand Philippe Grégoire dit, par exemple, les agriculteurs, c'est pas eux qui font la facture, par exemple. C'est une illustration de cette chose-là. Oui, c'est une précarisation, en tout cas, des structures. Et on est parti des tout petits tout en bas. Pour certains, ils sont déjà plus là. Et puis, on monte progressivement. C'est en train de monter, ça va s'appliquer sur des SARL, des SAS, des choses comme ça. Ça va être c'est de plus en plus ce phénomène-là qui se met en place du fait de la complexification. Alors la complexification, en fait, elle sert bien à ça. Après, c'est un mouvement normal d'évolution des sociétés. On complexifie. On considère souvent que l'évolution d'une société se mesure par la complexité des fonctions en son sein. Mais là, du coup, on est passé dans une autre dimension carrément, quoi. C'est-à-dire que on a une absorption de facto qui se fait de tout un tissu commercial ou industriel. Oui, et puis la complexification, elle peut être intéressante à partir du moment où elle est exprimée par un besoin. Mais là, en l'occurrence, pour ce qui est de ce règlement, j'ai jamais entendu dire qu'il y avait des organismes ou des organisations citoyennes qui avaient formulé par leur vote, par leur publication, le souhait que se mette en place un tel machin. Ça vient du haut, quoi. C'est du vertical. Ça nous est imposé pour notre bien. On n'a pas le choix de savoir qu'est-ce qui est notre bien ou pas. C'est ça notre bien. Voilà, dans tous les cas. Et la production réglementaire aussi, il y a un des problèmes, c'est alors là, c'est ce problème d'organisation, c'est que les élus ont besoin de montrer qu'ils ont fait un truc. Oui. Oui. Donc, voilà, donc chacun se sort, enfin les ministres ont besoin d'avoir une réforme à leur nom, enfin on l'a vu à l'Éducation nationale, mais c'est partout pareil. Et derrière aussi, dans les administrations, etc., on a tout un tas de gens qui font carrière en se poussant du col et qui donc du coup pondent à une amélioration et une réforme et proposent une réforme de ceci et une augmentation de cela et une nouvelle réglementation. Et donc du coup, c'est cet ensemble-là qui finit par complètement perturber tout le jeu normal de l'activité humaine, quoi. C'est-à-dire, on se retrouve avec des choses, avec des usines à gaz, mais juste parce que tout le monde, dans cette chaîne de production, de réglementation, a un intérêt individuel à faire quelque chose ou à y apparaître. En fait, c'est bien ça le problème. Et donc, du coup, en bout de course, c'est des gens comme toi qui se retrouvent à devoir gérer des choses assez improbables. Ce qui me frappe un petit peu quand même, je suis allé récemment ces jours-ci sur des plateformes
Et donc, du coup, ils te reproposent des trucs, et c'est quand même assez étonnant, les descriptifs qu'il y a de certains produits, ça colle pas du tout. Il y a des choses qui collent pas du tout. Et a priori, ils vont pas être emmerdés, quoi. Mais après, c'est peut-être aussi une des conséquences de l'espèce de vent de panique chez les marchands depuis quelques semaines, à partir du moment où on a eu connaissance de l'ensemble des modifications qu'on devait apporter à l'ensemble de nos offres commerciales, qui sont complexes et qui sont parfois complètement farfelues. Ça peut expliquer qu'on tombe là aussi sur des annonces complètement dingues. Si c'est fait par des professionnels, parce que, encore une fois, les particuliers ne sont pas concernés pour l'instant, hein, en tant que revendeurs. Beaucoup de traducteurs Les traductions automatiques, automatiques et aussi. l'intelligence artificielle qui pose aussi quelques soucis quand même. Oui. Mais par rapport à ce que tu soulevais sur la complexité, moi, c'est ça aussi qui me fait un peu réfléchir. C'est-à-dire que depuis 3 mois, je passe un temps fou à essayer de comprendre, de me battre contre des trucs complètement dingues. Et voilà, et ça multiplié par le nombre de personnes qui, comme moi, ont les mêmes soucis. On est des milliers en France, et puis on va dire des dizaines de milliers dans l'Union européenne. On passe un temps fou, on utilise nos ménages, on y passe des nuits, de l'énergie. Pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Pour essayer de se conformer à une règle complètement absurde qui n'a pas été réfléchie. Et si on met ça un peu en regard de la manière dont d'autres zones du monde envisagent l'avenir, et en ça, je fais un peu référence, Pedro, ben, à ce que vous avez fait comme boulot, que ce soit à Kazan ou à Rio, et on se rend compte que des pays entiers orientent à la fois leur agriculture, leur industrie, mais aussi leur commerce vers des objectifs avec une planification ou une stratégie. En tout cas, nous, on est en train de je sais pas quoi, de se suicider commercialement. On a un C'est président qui a mortifère. même pas écoute, il y a un président qui a même pas de stratégie de comment trouver un premier ministre, Ah alors oui, qu'il sait planifier le pays, ah, il faut pas trop en demander, hein. non, c'est Je c'est tu exactement. vois? C'est je sais même pas si mais je suis d'accord avec toi. On le voit, hein, c'est très, très net à l'étranger. Les autres, ils sont en train de réfléchir à leur avenir. Nous, on est en train de je sais pas, c'est très, très étrange. On est Bah, en train de se nous, on suicider, s'occupe. industriellement, commercialement. C'est voilà, je préfère réutiliser mon temps et mon énergie à autre chose depuis plusieurs mois que ce qui m'a animé là jusque-là. Et on est tous dans le même cas. On passe un temps fou à faire des trucs débiles en fait. Si encore tout ça, toute cette énergie dépensée avait véritablement un objectif commun qui soit assumé, qui soit voulu, bah ok, hein, allons-y. Mais là, c'est pas le cas. Non. Non, mais après, si tu veux, et moi je pense attends, parce que tu parles de temps infernal, dépensé pour faire des trucs débiles pendant qu'on parlait. Voilà, 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 j'essaye de demander à une IA de faire comme mon étoile noire détruise Bruxelles avec un laser. Ça sort pas exactement, vous voyez? Ils arrivent pas. Je pense que les outils des GAFAM sont, trichent, tu vois? Ah tiens, ouais, ça va pas dans le bon sens le laser. Je suis pas content là, tu vois? Et il a pas réussi à faire mon laser. Mais bon, je dis C'est un jour subversif, hein. hein? Ouais, ouais, c'est Attention. mais en même temps, c'est l'étoile noire, ou du moins l'étoile de la mort est une métaphore, une allégorie métaphorique, si tu veux, du pouvoir du peuple et de la souveraineté populaire sur les institutions. Et le laser n'est que la reprise de contrôle de ce peuple. Tu vois, ça se Mmh. défend bien devant un tribunal, ça. Bon, non, mais moi, ça me dépite parce que il y a des vraies choses à faire contre le dumping chinois, et cetera, et que de faire ce genre de conneries et voilà. Donc c'est c'est vrai qu'il faut, il faut repenser ça, il faut repenser, une économie qui soit fonctionnelle où les producteurs, comme l'a évoqué, hem, comment ça s'appelle? Eric, puissent produire. Et quand je dis produire, ça va aussi bien du sujet d'avant, c'est-à-dire pas avoir à passer des heures et des heures, remplir des déclarations fiscales. Parce que remplir une déclaration fiscale, ça apporte de la valeur ajoutée pour l'État, du moins la collecte d'impôts, mais remplir, le temps perdu à remplir, ça n'apporte rien au pays.
en vrai. Mmh. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée Tout et à donc fait. hem donc certains me conseillent, d'utiliser un autre outil. Beh, j'ai utilisé celui d'Elon Musk qui est le moins politiquement correct, mais heu, je pense que c'est très bizarre. J'ai remarqué que les outils des GAFAM, en particulier ChatGPT, essayer de lui faire dire du mal de la Commission européenne, il commence avec une critique et il finit toujours positif. Et donc c'est très énervant. On voit les biais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas considérer comme, l'Union européenne comme une entité «malfaisante» entre guillemets. Mais, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il va falloir repenser tout ça et tu l'as dit, mais c'est une réalité, c'est que le reste du monde, en fait, ils avancent, en fait et ils se rendent compte de ce genre de truc et ils vont p ils se disent: «Mais nous, on est complètement dingues, en fait», en vrai. Et c'est Ouais, vrai que alors, on verra, un jour, des gens dire: «Ah mais c'était quoi le coût écologique de ces, centaines de milliards de manuels qui vont être collectés?» Je pense qu'on va avoir une poubelle de tri pour les manuels bientôt, tu vois? Ce sera même plus une poubelle papier, c'est une poubelle de tri. Alors, Malsom, mon Dieu, République souveraine a viré terroriste et va jurer allégeance à l'HTC. Non, pas du tout et ni pour faire, le parallèle avec le sujet d'hier, Non, ni c'est pas ni au public THC non plus. Non, non, c'est juste qu'à un moment, il faut entendre la colère populaire et la colère populaire s'exprime par plein de choses. S'ex et ça en fait partie. C'est-à-dire Mmh. que moi et je le dis, en 2016, j'ai arrêté l'entrepreneuriat parce que justement, c j'estimais ne pas avoir c'est-à-dire que la valeur ajoutée que j'avais était perdue dans des trucs qui n'avaient aucun sens. mmh. Je Que comprends bien. j'industrialisais de la recherche, c'est-à-dire que j'ut j'industrialisais de la recherche faite par Télécom Paris Tech, c'est-à-dire, tu vois, un truc quand même prestigieux qui crée des brevets, qui crée du moins c'est on faisait quelque chose d'intéressant, on était valorisé et reconnu pour ce qu'on faisait d'intéressant et je perdais mon temps à remplir des dossiers de subventions, de crédit d'impôt recherche et cetera, sur lequel moi j'estimais avoir peu de valeur. Alors on peut me dire: «Oui, j'aurais Mmh. pu payer des gens pour le faire». Oui, des gens qui vivaient comme des parasites à s'enrichir sur la valeur ajoutée que moi je crée et Mmh. donc à un moment tu dis: «C'est pas possible en fait». Donc alors je sais pas si des lasers pour le peuple, j'en sais rien, ça ferait ça peut-être que les Jedi reprendraient le pouvoir, j'en sais rien, c'est les fans de Star Wars apprécieront. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, à un moment, il y a des questions à se poser et moi franchement, j'ai été dégoûté à l'époque par ces aspects-là. Je me suis dit: «À quoi bon?» Si au final, de toute façon, on sait très bien que l'effort dans ces trucs-là ne paye pas, que tu n'arrives pas à te concentrer sur la génération de ton chiffre d'affaires et au bien-être de tes salariés et toi, tu fais, si tu veux, le seul truc, c'est que tu fais remplir des papiers toute la journée parce que, il faut, l'affichage obligatoire, parce qu'il faut, je ne sais pas quoi, de, je ne sais pas quel formulaire, parfois que tu remplis à néant. Ça, c'est un des trucs qui m'a je n'ai jamais compris quel était l'intérêt de remplir des formulaires à néant. Ça devrait être un postulat de l'administration. Tu l'as pas envoyé, c'est néant ou bien ça devrait être une case à cocher. Je me Beh, souviens, on a heu, très ouais, excuse-moi, très clairement, mais on a exactement le même souci là avec un certain nombre d'éléments de sécurité qu'on doit renseigner. C'est-à-dire moi, dans mon activité, effectivement, on a fini par admettre quelque part que les livres, les CD, les DVD ne présentaient pas de problème de sécurité. Toutefois, il faut l'attester. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille reprendre chacune de mes annonces pays par pays pour aller cliquer sur plusieurs trucs, pour aller attester que mon bouquin ne pose pas de problème de sécurité pour le consommateur européen. Alors qu'avant, on le faisait pas, et puis on le faisait pas, puis c'était évident, quoi. Donc c'est en ça que c'est vraiment et les livres, c'est infantilisant dangereux. quand Tu même. sais, les livres, c'est dangereux, hein, quand même, hein. Le livre est dangereux, Faut se oui. couper, mais surtout, il y a des idées dans les livres, tu sais? C'est quand même, faut faire attention, c'est très subversif, hein. Je suis surpris qu'on autorise toujours en 2024 la profession de libraire, hein. C'est ils sont Oui, oui, dangereux c'est ces vrai.
C'est un sacré métier dangereux, tout à fait. Voilà. Exactement, tu vois? Et la télé, c'est mieux, tu vois? Hanouna, c'est mieux. Il faut pas réfléchir. Réfléchir, c'est dangereux. Bah, plus sérieusement, effectivement, j'évoquais, mmh, cette question, mais c'est ce que tu dis, c'est la valeur ajoutée. C'est quelle est ta valeur ajoutée, dans ce processus-là en tant qu'entrepreneur? Et est-ce que, il y a pas un déplacement de la valeur sur des tâches administratives? Alors, je ne suis pas contre l'administration, je suis pour la simplification. C'est-à-dire que justement, Ouais, on bien parlait sûr. des déclarations à néant. Moi qui suis vieux, je me souviens du lancement et ça j'avais trouvé ça, mais c'était Net Entreprise à l'époque où tu crées des accès, ton comptable remplissait les documents en ligne, puis Mmh. il t'envoyait les PDF que tu devais envoyer par la poste. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque je me suis dit: «Mais c'est qui est mais l'abruti congénital qui a créé une plateforme en ligne dont le but c'est d'imprimer des PDF pour les envoyer par la poste». Oui, oui, c'est fou, hein. Tu vois? Surtout qu'en plus et alors ça me fait tu pouvais remplir dans les délais sur Net Entreprise. Mais si pour une raison ou une autre, je sais pas, tu as un problème d'imprimante, tu arrivais pas à envoyer le document dans les délais, c'est là où tu étais sanctionné, mais tu disais: «Mais vous avez toutes les données». Ah non, c'est pas la même administration, ils n'ont pas accès. Alors ça aussi, les interconnexions des administrations où tu dois remplir plusieurs fois la même chose, alors que tu te dis: «Mais on n'est pas capable d'avoir une plateforme centralisée où toutes les données sont» non, il faut remettre, remettre, remettre. Et ça, c'est vrai que c'est un truc complètement dingue et après on se demande les freins à l'innovation, à l'entrepreneuriat en France. Moi, ça fait partie des trucs, mais beaucoup plus que les impôts. Parce que ça m'a toujours coûté beaucoup plus cher ce temps que les paiements des impôts. À la limite, tu aurais une plateforme et il faudrait rentrer le numéro de la carte bleue et tu payes et 2 minutes après c'est réglé. C'est Bien beaucoup sûr. plus simple que les heures et les heures et les heures, ne serait-ce que pour comprendre comment ça marche. Parce que les gens, Mmh. au-delà de remplir, pour remplir, il faut comprendre et pour comprendre parfois, il faut, se taper des heures et des heures de formation, de documentation et cetera et quand, je sais pas, tu es entrepreneur, tu fais de la R&D ou quand tu vends des bouquins, le dernier truc que tu as envie, c'est de te taper, la fiscalité française, pour les nuls, quoi. C'est Oui, oui, ou, bien heu sûr. comment bien faire des emballages, pour diminuer heu, mon bilan carbone pour que Amazon ne me surtaxe pas. Voilà, Mmh. c'est juste lunaire et bon, c'est quoi dire? Moi, ce que je te propose, c'est que justement en peut-être on pourrait dire fin janvier ou en février où les premiers effets de cette, documentation se font, hem, heu, sentir et qu'on pourra voir effectivement est-ce qu'au final, c'était une réglementation pour rien? C'est-à-dire Mmh. que ça a juste donné du boulot et que ça servait à rien? Est-ce qu'effectivement ça va mettre en danger certaines entreprises et on va voir déjà les premières défaillances? Ou est-ce que voilà, ou est-ce qu'on sera toujours dans un statu quo où, il y aura le truc, mais c'est pas sanctionné, donc en fait, il y a rien qui se passe et voilà, comme beaucoup d'usines à gaz qui ont été montées par le Et passé. qui se passe, mais il y a l'épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'en fait, le non-respect de quoi que ce soit, c'est tout de suite un litige, n'importe quel litige client ou de bonne ou de mauvaise foi, bah, tu vas chercher sur le point de procédure spécifique qui est ça a pas été, le règlement n'a pas été respecté, etc. Donc, du coup, le commerçant bascule du côté obscur de la force. Oui, parce que potentiellement, on va se retrouver à être nombreux C'est dans ça. une forme d'inégalité, toute relative, hein, avec des conséquences très minimes, mais malgré tout, ça peut être aussi un moment, un endroit sur lequel on peut se faire reprendre, sur lequel on peut avoir des amendes, et cetera. Donc, c'est vrai que de toute façon, plus c'est complexe, plus ça laisse la possibilité, d'aller lancer des offensives, plus ça laisse la possibilité aussi aux plus gros d'échapper à un certain nombre de contraintes, y compris fiscales. En tout cas, c'est vrai que cet univers-là dans lequel nous on évolue, il devient extrêmement complexe. Moi, je sais que si je devais démarrer aujourd'hui mon activité, très rapidement, je baisserais les bras. Là, j'y suis depuis 10 ans, donc j'ai vu s'accumuler et se perfectionner, on va dire, l'ensemble de ces règles, toutes plus ou moins, qui partent d'une bonne intention et puis qui au final deviennent une usine à gaz à mettre en œuvre.
Aujourd'hui, s'il fallait démarrer depuis le début, ça serait impossible, ça serait impensable. C'est pour ça aussi que plein de petites boîtes ou de structures, souvent individuelles, présentent des opportunités de coaching payant, bien sûr, pour essayer de comprendre un peu comment s'intégrer dans ce monde-là. Mais c'est vrai que sur les plateformes marchandes, il y a 10 ans, c'était très facile de vendre des trucs, quoi, hein. Bon, il y avait des limites à ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment, les places sont chères, quoi, hein. Les places sont chères et on s'y accroche tant qu'on peut. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est pour ça. On se rend pas compte, mais quand on veut créer des choses, beaucoup d'entrepreneurs sont surtout des. Alors bon, il y a tous ceux qui sortent d'écoles de commerce et qui ont rien créé, qui piquent les idées, mais la majorité des entrepreneurs, c'est avant tout des gens qui veulent changer les choses, veulent améliorer, veulent proposer quelque chose. Et c'est là-dessus qu'ils devraient se concentrer et pas, on va dire, à essayer de répondre à comment ça s'appelle, des réglementations, etc. Et ben c'est vraiment woke, hein, les intelligences artificielles. J'essayais pour conclure de faire un chevalier Jedi qui poursuit Macron, et en fait ils font Macron qui poursuit le chevalier Jedi. Mais on remarquera, attention, que systématiquement dans toutes les images, Macron est en site. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais c'est lui qui pourchasse toujours. Je sais pas. Pourtant, j'ai bien tapé Macron pourchassé par un chevalier Jedi. Bon, ben, Ouais. ouais, donc, hein, il y a un biais là. Il y a un vrai biais. Ah, regardez, vous voyez, regardez. Diagnostic. Ah non, non, mais l'IA quand même voit qu'il est du côté obscur, hein. Tu vois? Il y a un truc. Enfin Bon, bref. Bon, ouais. on va conclure par là. Merci beaucoup, Yannick, d'être venu. Mais de Heu, rien. Ça fait partie, nous, justement, on veut pas être que dans on a dénoncé, on laisse tomber. On veut justement suivre les sujets parce que on pense que c'est important. Moi, je deviens anard sur les bords. Heu, Pas du tout. J'ai toujours, à République Souveraine, on a un côté aussi, autogestion. Non, heu il y a une différence. L'anarchie, si c'est pour faire tomber, les méchants qui dirigent, pourquoi pas? Voilà. Mais non, plus sérieusement, il faut avancer, il faut pouvoir suivre les dossiers parce que justement, bah, il faut rien lâcher sur ce genre de truc, et c'est important. On a déjà qu'on a beaucoup de mal à faire la création d'emplois dans ce pays. Si ceux qui essayent de faire des trucs, bah, on les dissuade, bah, il y aura plus rien. On va se retrouver avec 4 boîtes, Google et l'Umbrella Corporation, si tu veux, pour ceux qui comprennent la référence, qui vont tout diriger. Enfin bref. Donc merci à tous. Merci à toi Yannick. Merci pour votre Merci à tous les invitation. auditeurs. On est vendredi, c'est bientôt le week-end, on se lâche. Comme Georges est pas là, il ne saura pas, vous ne racontez rien sur sur, mes projets, il connaît les projets de laser, mais il a pas vu les illustrations. Enfin bref. Je savais que vous étiez une succursale secrète de Solidarność. Voilà, bon. Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'avec on a certains de nos auditeurs qui ont du bon verbe. Je pense qu'à un moment, on va trouver on va les faire participer. Ils vont faire une auto-émission, que de commentaires, tu vois. On va lancer un live où ils ne feront que commenter les uns les autres. Ça pourrait être marrant. Une espèce de Cadavrixki, un live Cadavrixki. Bon, merci Yannick et à bientôt. Merci à toi, Pedro. Merci à vous. À bientôt.